cross on your forehead? Can I see it? Can you remind me what it means? The Nazis died, but a lot of other people died too. But because you have that cross on your forehead, maybe you don't like Jewish people? No. Any person that knows me knows better than that. I don't dislike any person. I like me, and I am. Pour le grand public, Charles Manson, c'est avant tout une image. Celle d'un homme aux yeux sombres, fixe et hypnotisant. Une croix gammée tatouée sur le front. Une variation de la croix qu'il arborait avec provocation il y a bientôt 50 ans, au moment de son procès. Une croix vaguement mystique, le symbole de Charles Manson. Il représente le mec par excellence qui a rejeté la société en bloc, quoi. Il disait d'ailleurs, pour expliquer le X qui s'était fait sur le front, qu'il s'était rayé lui-même de la société. Ce X fait toute la singularité de Manson. Un criminel plus ou moins sorcier qui ne ressemble à aucun autre. Encore aujourd'hui, il est expert en manipulation mentale. Un talent qu'il a appris à exercer très tôt, dès son adolescence. Charles Manson a grandi dans la marginalité. Né dans l'Ohio, à Cincinnati, il grandit sans son père. Livré à lui-même, et commet son premier cambriolage, encore gamin, à l'âge de 13 ans. C'est le début d'une longue série. Il y a un terme américain, anglo-saxon, qui dit « street smart, streetwise », cette intelligence des rues qui est vouée au mal. Après un passage en prison de 3 ans, sa mère refuse de le reprendre avec elle. L'adolescence du jeune Charles défile entre centres de redressement et établissements pénitentiaires. C'est derrière les barreaux qu'il doit apprendre à s'affirmer. C'était un homme très petit. Tout le monde parle de sa petite taille. Il ne mesure qu'1,57 m. Comme il était petit, il devait se protéger en prison. Il a trouvé comment, grâce à son don pour la rhétorique. Il disait qu'il apprenait à dire aux gens ce qu'ils voulaient savoir sur eux-mêmes. Les forces de Charles Manson, ce sont son charisme, son charme, son côté manipulateur, son habileté à influencer les pensées des gens. Il a appris à faire ça toute sa vie. Il est devenu très bon. C'était comme un mécanisme de survie. En 1960, il a 26 ans quand il est condamné à 7 ans de prison pour proxénétisme. C'est là que Charles Manson va s'initier encore davantage au contrôle des esprits. Il découvre, grâce à un voisin de cellule, une religion récente et déjà controversée, la scientologie. Il n'a pas forcément adhéré à cette religion, mais il a certainement appris comment la religion peut être utilisée pour attirer les gens. Des personnes qui sont perdues, des âmes errantes, des gens nécessiteux. C'est une faculté très forte dont il a eu besoin plus tard quand il a formé sa propre secte. Enfermé dans sa cellule, Manson se passionne également pour une autre religion très différente, la pop music. Au début des années 60, la Beatlesmania emporte tout. Pendu à sa radio, Manson écoute en boucle les tubes des 4 garçons dans le vent. Et surtout, il entend les cris des femmes transies à chacune de leurs apparitions. Les Beatles étaient énormes à ce moment-là. C'étaient les plus connus du monde. Les Beatles, c'était une religion. C'est les premiers des Beatles qui sont capables de réunir une foule des concerts sur à peu près tous les endroits de la planète. Et là, il y a l'idée quand même que ça dépasse un petit peu les clivages, les nationalités. On a là un médium qui peut toucher tout le monde. Et sur une personnalité qui a une personnalité comme Charles Manson, une personnalité d'emprise, qui manipule, etc. Et effectivement, il y a quelque chose qui va le fasciner tout de suite. C'est ce succès invraisemblable. En mars 1967, Charles Manson sort de prison. Il a 33 ans
Et l'Amérique a bien changé depuis son incarcération. Il part vers San Francisco. À la découverte des hippies, jeunes cool aux cheveux longs, qui semblent vivre d'amour et d'eau fraîche. C'était beau, c'était cool. Le journaliste musical Sacha Reims a côtoyé les plus grands rockers du moment, comme Keith Richards, baignant dans les rassemblements hippies de l'époque. Il y a du soleil et la vie y était extrêmement facile. Il y avait vraiment un côté paradis terrestre. C'était tous hippies à l'époque, j'avais les cheveux jusque-là, et voilà, j'avais des choses fleuries sur moi. Donc on avait tous cette espèce d'uniforme, donc on se reconnaissait dans la rue. Charles Manson, le marginal, s'intègre parfaitement à cette jeunesse rebelle. Personne ne lui demande ce qu'il fait, ni d'où il vient. Aidé de ses connaissances en scientologie, il convainc quelques jeunes un peu paumés de le suivre. L'une d'entre elles s'appelait Lynette Squeaky Fromm. Son père l'avait mise à la porte. Elle était très en colère. Et cet homme est apparu, il est sorti de son bus, il s'est assis et lui a dit « Ton père t'a foutu dehors, hein ?» Et elle s'est dit « Oh, il est brillant, il est médium, il a deviné. » Et elle a répondu « Oui. » Et il a dit « Eh bien, je peux te faire découvrir une autre vie. On va vers San Francisco, viens avec nous. » Elle est montée dans le bus et n'a jamais fait demi-tour. Elle disait qu'il vivait au gré du vent. En seulement quelques semaines, Charles Manson réunit autour de lui une vingtaine de personnes. Un petit groupe surnommé la Family. Tous circulent dans un vieux bus scolaire aménagé, squattant parfois les ranchs des alentours. Ils cherchaient à quoi se rattacher. La politique ne leur offrait aucune solution. Il y avait une recherche de sagesse, de spiritualité, de savoir mieux vivre, savoir mieux aimer, vivre en harmonie. Oui, ça c'était le mot maître de l'époque, harmonie. Donc c'était une recherche, et c'était une recherche qui était assez belle. Mais avec Charles Manson, cette utopie prend peu à peu des allures de secte. La troupe commence à lui obéir au doigt et à l'œil. Manson ne s'entourait que de gens faibles. Scott Michaels a créé le Helter Skelter Tour, une visite guidée des lieux clés de la tragédie Manson. Ces filles, elles voulaient juste rendre quelqu'un heureux. Et il était un peu impair pour elles. Donc elles voulaient que Charles Manson soit toujours content. Manson sait leur faire perdre leurs repères. La communauté est ensorcelée, persuadée d'avoir affaire à Dieu sur terre. Il jouait beaucoup sur la privation de sommeil de ses disciples, qu'il allait constamment réveiller la nuit pour les priver de sommeil, pour les abreuver de ses croyances. Alors, quand le gourou leur confie que l'apocalypse aura bientôt lieu, les membres de sa secte le croient sur parole. D'autant que ceux qui l'ont averti ne sont personne d'autre que les Beatles eux-mêmes, dans leur chanson Helter Skelter. Pour Manson, c'était apparemment le nom d'une révolution qui allait avoir lieu. Le peuple noir allait contrôler le pays. Et les seuls blancs qui survivraient, ce seraient les membres de la famille, qui iraient se cacher dans une grotte dans le désert. C'est même dur à expliquer sérieusement, c'est tellement ridicule. En juillet 1969, le délire paranoïaque de Manson devient incontrôlable, suite à un règlement de compte sanglant entre un des adeptes et un dealer. C'est le premier crime de la famille. Il semble déclencher une rage meurtrière. 3 semaines plus tard,
Le 8 août, le gourou convoque ses plus fidèles adeptes. Ce soir-là, il leur transmet une nouvelle fois son obscure vision du jugement dernier. Dieu est partout, dans toute chose et toute personne, et donc il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas cette dualité en fait, tout est mélangé, donc en fait il n'y a plus vraiment de repères si on veut. Par exemple, tuer quelqu'un, c'est lui permettre d'accéder à la vie éternelle plus vite, donc c'est en fait un acte d'amour. C'est comme ça qu'il leur faisait croire que les meurtres étaient spirituels. Ces adeptes étaient ses instruments. Et parce que si la vie ne compte pas, quand il leur a dit « faites quelque chose de diabolique », ce qu'ils ont fait, ils savaient de quoi Manson parlait. Il parlait de meurtre. Sans poser de questions, ses fidèles prennent alors la route en direction des beaux quartiers de Los Angeles. Prêts à commettre, lors des 2 nuits à venir, la série de meurtres qui les rendra tristement célèbres. « 9 août 1969. Los Angeles se réveille. Ce matin-là, lorsque Linda Dutch téléphone à sa rédaction, elle apprend qu'un tragique événement a eu lieu. L'actrice Sharon Tate, 26 ans, a été tuée dans la nuit, poignardée sauvagement de 16 coups de couteau, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Depuis 2 ans, elle était à l'affiche de films à succès comme Le bal des vampires. C'était la femme de Roman Polanski. C'était une actrice sublime, une beauté blonde. Et elle était aussi connue pour être très douce. Tout le monde aimait Sharon. Roman Polanski est à l'étranger. Mais aux côtés de la starlette gisent 4 autres cadavres. Ceux de 3 de ses amis et d'un visiteur. Les victimes ont été, comme elle, poignardées à mort. Les meurtriers ont laissé des messages en lettres de sang sur les murs de la maison. Ils ont inscrit les mots « porc » en référence à la police et « Helter Skelter » sur un des murs. Pendant longtemps, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Le lendemain, c'est un couple de commerçants qui est découvert massacré dans cette maison de l'autre côté de la ville. Los Angeles est en plein effroi, d'autant que la police patauge complètement pendant 3 longs mois. C'est Susan Atkins, une des adeptes de la famille, en prison pour un simple vol de voiture, qui va les mettre sur la piste de Charles Manson. Pendant qu'elle était en prison, ici à Los Angeles, elle a dit à sa codétenue qu'elle avait joué un rôle dans cette affaire de meurtre. L'histoire éclate au grand jour. Pour le public, le fait divers people de la mort de Sharon Tate est subitement connecté à une secte un peu louche. La presse est captivée par le visage de Charles Manson, parfois christique, mais le plus souvent satanique, comme sur cette photo prise par la police. Le mythe de Manson a commencé avec la une du magazine Life. Ils ont choisi une photo de lui avec son regard de fou et ses cheveux tout ébouriffés. Les membres de la famille qui ont été interviewés disaient de lui qu'il avait un pouvoir magique. Il ramenait des oiseaux morts à la vie, il jouait avec des serpents. Les adeptes donnaient envie aux journalistes d'écrire des papiers. Les 7 mois de procès sont hyper médiatisés. Lui apparaît détendu avec sa coupe de star folk, tranchant avec l'austérité des policiers qui l'entourent. Devant le tribunal, de nombreux jeunes contestataires viennent prendre sa défense. Cette figure du mal, eh bien, elle peut être paradoxalement, elle est nocive, mais paradoxalement, elle peut être attractive, en particulier dans la jeune génération hippie de la fin des années 60. Et c'est peut-être plus que le meurtre, le procès qui va lui assurer cette postérité. Il y aura des milliers et des milliers de jeunes
supplémentaires qui vont suivre l'enseignement de Charles Manson. Charles Manson est condamné à la prison à perpétuité. Pourtant, son impact sur la société est tellement fort que même enfermé, il continue à fasciner. 3 ans plus tard, en 1974, sort Helter Skelter, écrit par le procureur du procès. Un best-seller vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Manson cristallise tant la fin des 60s qu'il semble pouvoir être raconté de 1000 façons. On peut écrire un livre sur Charles Manson et la question raciale. On peut écrire un livre sur Charles Manson et ses relations avec le milieu artistique. On peut écrire un livre sur Charles Manson et son enfance. Si on avait affaire à une personnalité plus simple, eh bien on peut penser qu'il aurait évidemment beaucoup moins intéressé les commentateurs et par voie de conséquence l'opinion publique. En tout, 200 livres reviendront sur son histoire au fil des années. Charles Manson est tellement connu de la culture populaire que les auteurs de l'Inspecteur Colombo l'utilisent même dans une intrigue. Il y a toujours un nouveau livre, toujours un nouveau documentaire. À chaque fois qu'il y a une demande de libération conditionnelle, c'est au JT. Les gens sont fascinés et ça ne finira jamais. À partir des années 80, il accepte de plus en plus d'interviews télévisées. Pour les journalistes, le questionner, c'est en quelque sorte se confronter au danger, comme devant un animal en cage. C'est à ce moment-là que le spécialiste en criminalité Stéphane Bourgoin l'a rencontré. J'étais complètement happé par son regard. J'ai eu presque l'impression qu'il ne clignait jamais des yeux. Son regard est totalement fixe, pénétrant, mais aussi totalement magnétique. Et c'est vrai qu'il se dégage de sa personnalité une aura, une impression de toute puissance. Quand on le voit, on comprend. Avec la nostalgie des 60s, la fiction grand public s'empare depuis quelques années du gourou mystique. Depuis mai dernier, la chaîne NBC diffuse la série Aquarius. Le personnage de Manson y est traqué par un policier interprété par David Duchovny. Look at it. It's an electric snake. It wants me. You. Us. The whole world. Charles Manson est toujours incarcéré en Californie. À 80 ans, il continue à attirer l'attention sur lui et ses idées. Il a par exemple créé un site internet à toi, comme Air, Trees, Water, Animals, ou Air, Arbres, Eau et Animaux. Il s'y présente comme un prisonnier politique en guerre contre l'industrie polluante américaine. Vous ne pouvez pas arrêter la guerre, mais vous pouvez changer d'ennemi. Faites la guerre au problème. Le problème, c'est la pollution. Mais ce n'est pas seulement le dangereux charisme de Charles Manson qui a fait sa célébrité. L'homme véhicule aussi un sulfureux parfum de sexe et de drogue, un des autres ingrédients de sa légende. L'aura sexuelle de Charles Manson est un des éléments clés de l'intrigue de la série Aquarius. I love them. You love me. They love you. I love you, sweet baby girl. It's all love. D'une certaine façon, Manson représente la part sombre de la révolution sexuelle qui a ébranlé les années 60. À l'époque, chez les hippies, l'amour est le maître mot. Tout le monde s'aime, on partage tout, surtout le sexe. La censure littéraire et cinématographique est abolie. Les corps peuvent enfin être montrés. On voit s'afficher de la chair, partout. Pour cette nouvelle génération, ça a été des portes qui s'ouvraient, enfin des carcans qui explosaient. Et
Et voilà, et tout le monde voulait baiser avec tout le monde. Et on pouvait le faire. Et en plus, la pilule arrivait. Enfin, il y avait des moyens de contraception. Et c'était plus répréhensible, on n'était plus montré du doigt. Et donc, et tout s'y prêtait, puisqu'on revient à la Californie, là-bas, tout s'y prêtait. L'amour libre, les aventures, le sexe. Charles Manson n'a aucun mal à faire honneur à la révolution sexuelle. Fille, garçon. Fille, fille. Fille, fille, garçon. Il accepte toutes les combinaisons, à condition d'être le mâle alpha. Son bus jaune devient un lieu d'orgie. Il jouait un peu sur cette philosophie hippie du partage, mais son partage à lui, c'était de baiser toutes les filles qui étaient dans son groupe. Et donc, pour les amadoués, il va d'abord leur dire qu'il est le god of fuck, donc le roi de la baise. Apparemment, ça marche. Les jeunes filles qui l'entourent, en rupture familiale et totalement paumées, se font complètement ensorceler par Manson. Patricia Krenwinkel avait fugué. Elle avait un petit problème de pilosité. Bon, vous voyez, elle a 19 ans, à peine sortie de la puberté, ses parents étaient divorcés, c'était un cas désespéré. Elle était en 1000 morceaux. Et quand Charles Manson l'a vue, il lui a dit « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Viens vivre avec moi. » Et il lui a fait l'amour. Évidemment, elle allait le suivre. Mais le légendaire pouvoir de séduction de Manson a tout de même été bien aidé par une substance qui fait voir la vie en couleur, le LSD. Manson prenait du LSD, mais les gens disent qu'il ne prenait qu'une petite dose. Il donnait des doses plus fortes à ses fidèles. Il voulait juste que les autres voient qu'il n'avait pas de problème avec ça. Si le LSD a été créé à l'origine pour soigner la dépression en 1943, ses effets hallucinogènes en ont fait rapidement une des drogues les plus consommées dans les années 60. David Smith a fondé la Haight-Ashbury Free Clinic en 1967 à San Francisco. Il y a régulièrement soigné des membres de la famille. Pendant le Summer of Love, le LSD se vendait avec une facilité déconcertante juste en bas de chez lui. Je me souviens qu'une fois, je rentrais chez moi. Je suis un scientifique, mais je vis dans le quartier hippie. Je voyais tout ça sous ma fenêtre, juste au coin. À côté de ce bureau, il y avait un marchand de donuts. Vous entriez, preniez votre café et votre donuts au-dessus de la caisse et votre LSD en dessous. I put the hot dog up to my mouth and somebody started screaming. Ça a eu un impact énorme sur la culture et la musique. Il se disait que ça changeait la façon de percevoir le son et la musique. On prenait du LSD pour voir d'autres choses, pour changer sa conception de la vie. Bien conscient des pouvoirs dangereux du LSD, Charles Manson en use et en abuse. Une fois qu'elles étaient gaga, il tenait ses séances avec ceux qui étaient drogués. Il les endoctrinait de ses croyances. La mort n'existe pas. La vie et la mort ne font qu'un. Il leur faisait des trucs. Par exemple, il prétendait être le Christ. Elle le mettait sur une croix et les filles juraient qu'elles voyaient des flammes sortir de ses yeux et de ses doigts. Elle tripait. Toute la journée, toute la nuit, pendant des jours, des semaines. Les filles de Manson sont en plein trip. Totalement soumises au gourou qui leur distribue leur dose, elles sont réduites à de simples objets sexuels.
La femme n'avait aucune valeur, elle était sur Terre pour s'occuper des hommes, c'est-à-dire les nourrir, les chérir, satisfaire leurs besoins sexuels. Voilà. Et en fait, elles n'avaient aucune valeur à part le fait qu'elles étaient la somme de tous les hommes qu'elles avaient croisés. Donc leur père en premier, leurs amants, voilà. Bon, elles étaient clairement à la recherche de repères et à la recherche d'un père. Quand il couchait avec elles et qu'elles étaient sous acide, juste au moment où elles étaient sur le point de jouir, il leur disait qu'il était leur père. Donc après un certain temps, elles étaient des zombies. Elles faisaient tout ce qu'il leur demandait, parce que sinon il les frappait. Quand il claquait des doigts, il fallait qu'elles courent. Peu à peu, Manson utilise le sexe comme un outil pour obtenir ce qu'il souhaite. Les femmes deviennent une monnaie d'échange. Manson disait au mec « Venez vivre avec moi, vous aurez toutes les filles que vous voulez ». En échange, il vendait de la drogue pour lui. Ils vont être logés à un moment sur ce ranch qui servait à des tournages de western. Le propriétaire est un homme âgé, à moitié aveugle, qui a pas loin de 80 ans, qui obtient des relations sexuelles avec certains membres de la famille. Donc ils sont logés gratuitement. À force de drogue et de manipulation mentale, Charles Manson parvient à faire de ces femmes ses instruments. Quand la tuerie morbide de l'été 69 commence, ce sont deux d'entre elles qui s'acharneront le plus sur Sharon Tate et ses amis. Puis plus tard, lors du procès, elles font encore preuve d'une dévotion sans limite. Il leur disait de chanter quand il était à la barre. Elles chantaient, elles répétaient ces mots. Il avait un contrôle complet sur ces femmes. Il s'est gravé le X, elles ont fait pareil. Elles faisaient tout ce que lui faisait. C'est en partie cet amour inconditionnel qui va contribuer à forger son image de séducteur tout-puissant aux yeux du public. Même en prison, son pouvoir continue à agir. Pendant près de 40 ans, il a été le détenu américain qui a reçu le plus de courriers parfumés. Il devient presque, au travers de l'horreur de ses crimes, une personnalité mythologique. Il y a aussi le fait qu'il continue, encore maintenant, à avoir des adeptes. Il reçoit des milliers de lettres tous les ans, à 95% écrites par des femmes. La légende semblant se nourrir d'elle-même perdure jusqu'à aujourd'hui. À tel point qu'en 2010, il fait la connaissance sur Internet d'Afton Burton. Charles Manson a alors 76 ans, elle en a 22 et ressemble étrangement aux filles de la famille. Elle ressemble à Susan Atkins. Elle vient du Midwest. Elle a commencé à lui rendre visite et ils ont obtenu l'autorisation de se marier. C'est le dernier article que j'ai écrit. J'ai su quand ils ont obtenu l'autorisation qu'il était fort peu probable que ce mariage ait lieu. Et finalement, l'autorisation de mariage a expiré. Ils ne se sont pas mariés. Et il y a cette rumeur qui dit qu'elle avait le projet avec un promoteur de récupérer le corps de Charlie à sa mort pour l'exposer comme dans un musée ou quelque chose comme ça. Vous savez que tout ce qui a un rapport avec Manson est toujours complètement fou. Sorcier gourou et dieu du sexe. Charles Manson avait tout pour devenir un mythe dangereux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au début des années 90, quand le métalleux Brian Warner se cherche un pseudo, il colle au prénom de Marilyn Monroe le nom de Manson. L'idée est géniale, confrontant le glamour et la violence, les deux facettes de l'Amérique. Et au passage, elle continue à diffuser dans l'inconscient collectif le mystère Manson, désormais élevé au rang de concept désincarné, de pur symbole maléfique. Il y a certains musiciens qui ont dit que c'était maintenant une figure aussi omniprésente et incontournable que Jésus-Christ ou la Vierge.
ou Hitler, quoi. Voilà, c'est Denis immortel. On a une sorte de postérité qui témoigne de ce côté mythologique et iconique de Charles Manson, qui va finalement plaire à tous les mouvements contestataires, qu'ils soient aussi différents que le rap d'un côté ou que les mouvements métal de l'autre. Marilyn Manson n'est pas la première star à vouer un culte ambigu aux criminels. Avant les meurtres, Charles Manson aurait côtoyé Neil Young ou les Mamas and Papas. Lors de soirées démentes, il fréquentait Steve McQueen ou Jack Nicholson dans le Los Angeles fou des 60s. Si cette histoire avait été une fiction, personne ne l'aurait cru. Charles Manson est une sorte de criminel people. À la fin des années 60, la scène musicale de Los Angeles est au centre des attentions. À Los Angeles, c'était la douceur de vivre, l'amour, le sexe, etc. Voilà pourquoi les gens s'installaient là-bas. Neil Young est arrivé ensuite du Canada, il y avait Johnny Mitchell, il y avait les Eagles, il y avait James Taylor, il y avait vraiment une scène extrêmement florissante et extrêmement talentueuse et qui, elle, reflète bien de la douceur de vivre de la Californie de l'époque. De 1967 à 1969, Charles Manson rêve lui aussi de gloire, à l'image de ses idoles, les Beatles. Il essaye de trouver sa place dans l'industrie musicale, se faisant inviter aux soirées, espérant y croiser des producteurs. LA était un endroit bizarre dans les années 60. Tout changeait. Quand Bob Dylan chantait que les temps changeaient, c'était ça, on y était. Les gens du business étaient parfois amis avec ceux qui étaient dans la rue. Il y avait vraiment des gens en difficulté. On voyait beaucoup de producteurs ruinés. Et Manson intriguait les gens. On voyait ce petit bonhomme traîner, avec ses cheveux dans les yeux et sa guitare. Et il clamait partout qu'il était doué, qu'il était un bon chanteur. Il était son propre agent artistique. C'est par un hasard total que Charles Manson va toucher son rêve du doigt, grâce à une rencontre avec Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. Au printemps 68, les superstars de la surf music sont sur le déclin. Dennis Wilson vit vers Topanga Canyon, un repère hippie à l'extérieur de la ville, quand un jour sa route croise celle des filles de la famille. Dennis Wilson a pris les filles en stop et les a ramenées chez lui. Il est parti par ailleurs continuer sa journée de batteur du groupe, c'est-à-dire il a été enregistré. Et le soir, lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé sa maison occupée par une douzaine de personnes. Donc les deux filles qu'il avait prises en stop, mais également d'autres jeunes filles qui avaient entre 20 et 25 ans, et deux hommes, semble-t-il, dont Charles Manson. Des filles totalement offertes à lui que Dennis Wilson accueille volontiers. Charles Manson comprend immédiatement comment se rendre indispensable aux yeux du batteur. Son passeport pour la célébrité. Charles Manson voulait faire plaisir à Dennis Wilson, donc il s'assurait que Dennis ne manque de rien. Tu veux la drogue? Ouais. Tu veux les filles? Ouais. Juste pour être sûr que Dennis ait tout ce dont il avait envie. Dennis était là, bien sûr, pourquoi pas? Il n'était pas très sérieux, il avait du talent, mais il n'était pas très sérieux. Il en a profité lui aussi, il s'en foutait. Dennis avait beaucoup d'argent. Et apparemment, il était fasciné par Charlie. Il aimait sa compagnie. Il l'écoutait prêcher sa folle philosophie. Une partie des filles de la Manson Family vit carrément chez le Beach Boy. Sans complexe, le batteur évoque son nouvel ami dans une interview parue en décembre 1968. Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait de bonnes idées musicales. On écrit ensemble en ce moment. Il est un peu débile, mais j'accepte son approche, il m'apprend des choses.
Les deux hommes, inséparables, sont de toutes les soirées hollywoodiennes. Le gourou caméléon se fond dans les nuits californiennes aux côtés des grands noms du cinéma. Dennis Wilson lui présente ses copains, Steve McQueen, Warren Beatty. Pour se faire adopter, Manson leur sert ses filles sur un plateau. Mais une autre rencontre va tout faire basculer. Dennis Wilson lui présente son producteur, Terry Melcher. Quand on voit Terry Melcher, c'est le personnage de Gatsby le Magnifique, c'est-à-dire c'est le Californien, l'image d'Épinal du Californien très riche, blond, sportif, etc., conduisant les voitures de sport italiennes. Donc Charlie Manson, voyant un personnage comme ça, se dit voilà, je ne le lâche plus. Terry Melcher accepte d'écouter les compositions de cet étrange petit homme. Ils enregistrent ensemble quelques morceaux dans le studio personnel du frère de Dennis, Brian Wilson, le leader des Beach Boys. Parmi les titres proposés par Manson, une chanson attire leur attention. Les Beach Boys vont enregistrer juste après l'été 68 une démo qui a été enregistrée par Charles Manson, qui s'appelle Cease to Exist, qui est une chanson un peu, une sorte de mantra, c'est-à-dire une chanson en boucle qui revient, qui est pas mal quand même, il faut bien l'avouer. Et Charles Manson a fait paroles et musique, et les Beach Boys vont donc enregistrer une version qui va s'appeler Never Learn Not to Love. Charles Manson est en train de réaliser son rêve. Le groupe mythique décide de reprendre sa chanson à lui, le petit caïd de Cincinnati. Il voit se dessiner sa carrière musicale, s'imaginant déjà plus connu que les Beatles. Seulement, les choses se gâtent. Dennis Wilson finit par se lasser de la présence constante de la famille. Et Dennis Wilson va rapidement s'apercevoir que ça prend des proportions incontrôlables. C'est-à-dire que sa maison est squattée par finalement près d'une vingtaine de personnes. C'est une belle maison californienne dans les beaux quartiers, donc les voisins commencent à se plaindre parce que la famille, c'est quand même des gens qui sont, pour la plupart du temps, qui se promènent nus, qui font beaucoup de bruit, qui chantent, qui passent leur journée à fumer également, enfin bon bref. Et Dennis Wilson, lui aussi, est rapidement, il est rapidement débordé par la situation. Tout le séjour de la famille et de Manson dans sa maison vont lui coûter un peu plus de 100 000 $, ce qui à l'époque est une somme absolument colossale. Furieux, Dennis Wilson vire la bande de hippies débraillés. Au même moment, Manson apprend que les Beach Boys ont changé les paroles de sa chanson. Il n'est plus crédité comme auteur. Il entre dans une colère noire et commence à harceler Terry Melcher chez lui, à Cielo Drive, une adresse qui fera la une des journaux quelques mois plus tard. Charles Manson lui court après, il le sait, il est constamment après lui, il cherche à le joindre au téléphone, il appelle son agent, constamment lorsqu'il est avec Dennis Wilson, il dit « je veux voir Terry Melcher, je lui ai donné des bandes démos, qu'est-ce que ça devient? C'est quand que je rentre en studio ?» Terry Melcher ne veut plus entendre parler de lui et déménage. C'est Roman Polanski et Sharon Tate qui reprennent la maison. Charles Manson, rejeté, envie rageusement tout le monde. Surtout ceux qui connaissent le succès. Désormais, les ennemis à abattre. C'est à ce moment-là qu'il ordonne à ses fidèles de commettre les meurtres les plus choquants de l'été 69. Même s'il sait que Melcher n'habite plus là, il leur demande d'attaquer un lieu symbolique de son échec. La maison du producteur. Je pense qu'au départ, il y avait effectivement beaucoup de ressentiment, une vengeance dirigée contre Terry Melcher. Et puis il s'est dit, bah, tant, ceux qui sont là, finalement, ils paieront aussi pour Terry Melcher et puis pour les autres. Après son incarcération, Charles Manson n'en démord pas. Sortir un disque l'obsède. Depuis sa cellule, il harcèle un producteur pour qu'il édite ses quelques chansons enregistrées à Los Angeles.
mars 1970, sort un album, Lie, The Love and Terror Cult, à 2000 exemplaires. La pochette est un détournement d'une image de la une du magazine Life, sorti quelques mois auparavant. Le mot « vie » est transformé en mensonge. Manson se réapproprie ainsi son image, créant avec ce seul disque sa propre légende, celle d'un musicien anti-système maltraité par les médias. Le fantasme ultime du rocker dangereux et détesté. Au fil du temps, l'image devient l'objet d'un culte malsain chez les musiciens en mal de provocation. En 1993, Axl Rose, chanteur des Guns N' Roses, reprend non seulement un titre de l'album de Manson, mais il apparaît aussi sur scène arborant un t-shirt représentant la fameuse pochette. Je pense qu'ils essaient d'être dangereux, d'être punk rock, anti-système. Manson n'avait pas vraiment de talent. Et ils se disent « Ouah, je suis en train de chanter une chanson de Manson ». Pourtant, le culte se propage. À l'époque, Zombie Rust n'a que 11 ans. C'est en voyant le t-shirt d'Axl Rose qu'il commence à s'intéresser à Charles Manson. Devenu artiste, il se met à dessiner le gourou. Il avait ce visage sarcastique qu'il affichait pendant le procès. Il a plusieurs visages en réalité. Cette expression-là en particulier, celle qu'il a quand il se moque des gens, quand il se moque des autorités avec sarcasme, c'est la plus iconique. Ces dessins, il décide de les transférer sur des t-shirts qu'il vend sur Internet à d'autres passionnés. J'imagine qu'ils ont le même enthousiasme que moi. Ou alors ce sont des supporters de Charlie. À ce moment-là, notre seul point commun, c'est l'intérêt pour cette affaire. Je souhaitais exprimer mon admiration pour la culture pop et faire vivre cette histoire pour que la culture pop perdure et que les générations futures sachent ce qu'il s'est passé. Le culte se propage, d'autant plus que Charles Manson continue d'alimenter son mythe depuis sa cellule. En 1993, il sort un recueil de morceaux, le Live at San Quentin, la prison où il était incarcéré, en référence à un disque célèbre de Johnny Cash. Cette fois-ci, empruntant au code des pochettes old school jusqu'à la typographie, il se donne l'image d'un vieux sage folkeux, apaisé, jouant tranquillement sur sa guitare acoustique. Fascinés, de nombreux groupes y font désormais référence. Et pas seulement de sombres musiciens un peu tordus. Trent Reznor, futur musicien des films de David Fincher, était obsédé par le criminel dans sa jeunesse. Les rockers cultes Brian Johnston Massacre y font souvent référence. Les rappeurs de NWA, Ice Cube et Dr. Dre aussi. Et l'énorme groupe de stade Kasabian a même tiré son nom d'une des adeptes de Manson. Objet de fiction, de culte et de fantasme. Charles Manson a tellement imprégné la culture populaire, tel un grand méchant d'histoire pour enfants, qu'on en oublie parfois que ses victimes ont réellement péri sous ses ordres. On en vient presque à gommer l'horreur des crimes de Manson pour ne retenir que l'aspect contre-culture et le fait que Manson aussi franchit un certain nombre de tabous et les tabous ultimes de la société américaine.